La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux d'être avec vous pour un Washington Forum à deux temps, avec une tranche consacrée à la Cannes 2015 et l'autre à la grand-messe américaine qui est le discours sur l'état de l'Union. Politique intérieure, politique étrangère, c'était le 6e grand oral du président Barack Obama devant le Congrès américain pour étaler les principaux enjeux à venir. Également au sommaire, l'événement footballistique du moment sur le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est tout un programme. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. La Cannes a débuté samedi, mais ce que nous pouvons attendre de la suite de la compétition dans la deuxième partie de ce Washington Forum? Mais d'emblée, plein feu sur le discours sur l'état de l'Union, prononcé mardi par le président Barack Obama, un événement annuel hautement médiatisé qui a lieu à Washington, au Capitole, où les deux chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, étaient réunies. L'occasion pour le locataire de la Maison-Blanche de présenter son programme pour l'année en cours. Les points forts avec Camille Grosdidier. La lutte contre l'épidémie d'Ebola a figuré parmi les nombreux thèmes abordés par le président américain. En Afrique de l'Ouest, nos troupes, nos scientifiques, nos médecins, nos infirmiers et agents de santé aident à enrayer l'Ebola, sauvant d'innombrables vies et stoppant la propagation de la maladie. Je ne peux être plus fier d'eux. Et je remercie le Congrès de son soutien bipartisan à leurs efforts. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et le monde a besoin de tirer des leçons de cette crise pour construire des systèmes internationaux plus efficaces en vue d'empêcher la propagation de futures pandémies, d'investir dans le développement intelligent et d'éradiquer l'extrême pauvreté. Autre sujet touchant l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde, le terrorisme. Barack Obama a réitéré le choix que son administration a fait, à savoir le partenariat avec les pays concernés, de l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud, pour empêcher les terroristes qui menacent les États-Unis d'avoir des sanctuaires et d'assurer que les terroristes seront pourchassés et leurs réseaux démantelés. Le président Obama a fait part de la solidarité des États-Unis avec les peuples qui, à travers le monde, sont ciblés par les terroristes. D'une école du Pakistan aux rues de Paris, le groupe État islamique sera vaincu, a déclaré Barack Obama. Toujours au chapitre de la politique étrangère, le président Obama a de nouveau confirmé son souhait de mettre fin à l'embargo cubain. À propos de l'Iran, il opposerait son veto à de nouvelles sanctions. Il a appelé le Congrès à adopter une procédure accélérée de négociation pour faire avancer les accords de libre-échange avec l'Union européenne et la région Asie-Pacifique. Sur le plan de la politique intérieure, Barack Obama a proposé d'augmenter les impôts des plus riches. Et il a souhaité une loi pour des salaires égaux entre hommes et femmes. En substance, son message aux Américains, les États-Unis sont entrés dans une nouvelle ère économique. Nous tournons la page. L'ombre de la crise est passée. L'état de l'Union est fort. Après le discours, place à l'opposition républicaine qui contrôle le Congrès. Joni Ernst, sénatrice de l'Iowa, a déclaré que son parti prendrait des initiatives axées sur la création d'emplois et l'abrogation de l'Obamacare, le programme d'assurance santé du président. Nous allons proposer des idées qui visent à réduire les dépenses inutiles et à équilibrer le budget à travers des réformes significatives et non pas à travers des taxes plus élevées, comme le préconise le président. Malgré l'embellie de la cote de popularité du président Obama, un récent sondage de l'Institut Pew Research indique que la plupart des Américains ont encore des doutes sur l'avenir économique de la classe moyenne en raison de la stagnation des salaires.
Merci bien Camille. Pour éplucher ce discours, j'accueille Amadou Sy, directeur du projet de recherche Africa Growth Initiative à la Brookings Institution, l'un des plus anciens think tanks américains. Amadou qui nous rejoint en direct du studio de son institut ici à Washington. Merci d'être avec nous Amadou. Merci Jacques. Voilà, la politique étrangère a occupé une place prépondérante dans ce discours sur l'état de l'Union de Barack Obama. Mais l'Afrique a-t-elle été le parent pauvre de sa feuille de route pour cette année 2015, Amadou? Non Jacques, je ne pense pas. Avec mes collègues, nous avons lu les discours précédents et l'Afrique n'est pas très souvent mentionnée. Ceci dit, cette fois-ci, en plus de la lutte contre l'Ebola et de la lutte contre le terrorisme, le président a indirectement mentionné l'Afrique parce qu'il a parlé de la Chine et de la présence chinoise dans les pays à très forte croissance. Et comme vous le savez, les pays africains sont quand même dans le peloton de tête des pays à forte croissance. Oui, il a tout de même fait part de l'aide américaine à la lutte contre l'Ebola et ce qu'on peut dire aussi du combat contre le terrorisme international, y compris sur le continent africain. Mais pensez-vous qu'il aurait pu peut-être prévoir un petit paragraphe sur le partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique, notamment après l'important sommet américano-africain l'an dernier à Washington? Oui, là, je suis d'accord avec vous, parce que, par exemple, il a parlé de l'importance d'avoir des accords commerciaux sur le plan international. Ouais. Mais en septembre 2015, l'AGOA expire, et l'AGOA, c'est cet accord qui exonère de droits de douane des centaines de produits africains. Et les pays africains sont un peu nerveux quand même, parce que le président Obama devra travailler avec les républicains pour que l'AGOA soit renouvelée. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, sur la page Facebook de VOA Afrique, ce commentaire de Mamadou Ouri Diallo, un peu déçu qu'il n'ait pas mentionné le Power Africa Project. Il a beaucoup parlé d'investissement intérieur, mais la promotion des investissements des compagnies américaines en Afrique n'est toujours pas une priorité pour le président Obama. Pourtant, le gâteau africain s'agrandit très vite. Une réaction, Amadou, surtout quand il est question des avancées de la Chine, de l'Inde et du Brésil en Afrique. Oui, non, c'est vrai que sur ce plan-là, par exemple, la Chine est maintenant le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et vu le potentiel énorme de l'économie américaine, des compagnies américaines, il y a quand même un fossé qui est en train de se creuser que les Américains doivent combler. Mais je crois que ce n'est plus une question de pourquoi l'Afrique, c'est plus une question de comment l'Afrique maintenant. Je crois que les investisseurs américains se posent cette question, comment investir en Afrique, comment commercer, échanger avec l'Afrique. Et sur ce plan-là, les perceptions de risque, quand même, il y a un fossé assez grand entre la perception du risque africain et la réalité sur le terrain. Oui. Mais par exemple, l'indice de Transparency International montre qu'il y a 14 pays africains qui sont mieux classés que la Chine quand même. Alors, quand il parlait de l'épidémie d'Ebola, il parlait de la mise en place également de systèmes internationaux plus efficaces, pas seulement pour prévenir des maladies comme l'Ebola, mais aussi pour investir dans le développement intelligent et éradiquer l'extrême pauvreté. Investir dans le développement et éradiquer la pauvreté, deux thèmes évidemment qui touchent l'Afrique en particulier. Alors, Amadou, les politiques de l'administration Obama dans ces domaines sont-elles apparentes ? Ah oui, quand même, parce que, bon, prenons l'aide publique au développement, les États-Unis, avec la Banque mondiale, sont quand même les premiers pays ou institutions à contribuer à l'aide publique au développement, avec, je crois, à peu près 17% du total. L'Union européenne arrive après avec 10%. Si on regarde le sommet en 2005 de Glen Eagles, où les pays du G8 s'étaient engagés à augmenter de 50 milliards l'aide publique au développement aux pays pauvres, avec la moitié aux pays africains, les Américains quand même ont doublé leur aide, qui tourne autour de 6 milliards maintenant. Oui. Maintenant, ceci dit, si on regarde l'aide publique au développement américaine, 80% de cette aide va au secteur de la santé.
Et le président Obama, dans son budget pour l'aide américaine, essaie de diminuer ce montant à peu près 75% et d'augmenter la contribution à des secteurs comme l'éducation, la croissance, la gouvernance, la paix et la sécurité. Alors pour un autre Facebooker, Daouda Dembélé, c'est vraiment quelqu'un de très entreprenant. Il parle d'Obama, car en dépit de la détermination des républicains au Congrès à faire échouer sa présidence, il est en train de relancer l'économie américaine comme elle ne l'a jamais été depuis 12 ans. Le taux de chômage est sous la barre de 6%, le prix de l'essence est au-dessous de $2 le gallon. Il fait vraiment revivre à l'Amérique sa grandeur. Commentaire élogieux de Dembélé, mais Amadou, Barack Obama va-t-il réellement pouvoir mettre en route son programme, qu'il s'agisse de la politique intérieure ou étrangère, en face de ce Congrès, on l'a dit tout à l'heure, contrôlé par les républicains? Effectivement, ça va être assez difficile, surtout qu'il lui reste que 2 ans dans son mandat. Mais la bonne nouvelle pour l'Afrique, la bonne nouvelle pour les pays africains, c'est que l'Afrique attend une bonne nouvelle, justement. Allez-y. Quand il s'agit de l'Afrique, ici à Washington, il y a quand même une confluence de vues quand on regarde les avis des républicains et des démocrates. Donc, je pense que quand il s'agit de l'Afrique, on est beaucoup mieux placé que beaucoup d'autres politiques ici, incluant les politiques intérieures d'ailleurs. Un autre commentaire, celui de Boinangela Kokonyange. En RDC, nous voulons l'assistance américaine pour empêcher un éventuel 3e mandat de Joseph Kabila. Évidemment, c'est dans l'actualité. La situation demeure très tendue dans ce pays. La Constitution est en jeu. Washington doit-il intervenir, Amadou? Bon, je crois que la position américaine, enfin, est assez claire. Le secrétaire d'État Kerry s'était rendu à Kinshasa et je crois qu'il a publiquement mentionné la politique américaine, qu'il faut plus de démocratie, le respect de la Constitution et je pense qu'ils ne changeront pas d'avis. Ils ne changeront pas d'avis. J'ai vu dans les nouvelles tout à l'heure, ce jeudi, que le Sénat congolais a reporté l'examen du projet de loi en question. Alors, en parlant des relations américano-africaines, des économistes sont d'avis que l'année en cours pourrait s'avérer palpitante pour plusieurs économies en Afrique qui s'apprêtent à aller au-delà des industries traditionnelles au profit de nouvelles filières. Johannesburg, considéré comme la capitale économique de l'Afrique, a accueilli une réunion d'experts récemment pour en parler. Le compte-rendu de Michel Joseph. Les économistes sont unanimes. Pratiquement toute la planète bénéficie du continent africain dans son rôle de fournisseur des matières premières, du pétrole aux minéraux, en passant par les produits agricoles. Mais ce scénario peut changer en 2015 et au-delà, au vu par exemple de la chute du prix de pétrole. Une dégringolade qui est à même de contraindre certains pays à diversifier leur offre et les investisseurs à se tourner vers d'autres secteurs. Une nouvelle tendance passée au crible par des experts réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le changement arrive, à en croire l'analyste Martin Davis. L'économie africaine repose principalement sur les produits de base et sa croissance est liée au prix de ces produits. Nous assistons en ce moment à la baisse rapide du prix du pétrole. Quel sera l'impact de cette situation sur la croissance continentale? Quelles en sont les implications pour les entreprises? L'Afrique va-t-elle alors rééquilibrer sa croissance et se tourner davantage vers la consommation? Cela va-t-il entraîner la création des nouvelles richesses, la valeur ajoutée, au-delà du simple modèle qu'est celui de fournir des matières premières? Une permutation qui a des avantages. Moins d'inégalités, moins de corruption et un environnement plus propice à l'entrepreneuriat, selon l'expert Gareth Newman. Il y a une corrélation entre la bonne gouvernance et le décollage des entreprises. Sans stabilité, c'est le contraire qui se produit. Le changement va aussi être géographique, d'après Martin Davis. Je pense que les entreprises, les capitaux vont s'éloigner des économies ouest-africaines longtemps dominées par le pétrole, Nigeria, Angola, entre autres, pour bouger vers l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, oui, la Tanzanie, un pays à suivre avec son gaz naturel, et le Mozambique aussi. Si de nombreux consommateurs à travers la planète sont en train de profiter des bas prix du pétrole, les économies africaines, quant à elles, se penchent sur les nouvelles directions à prendre.
Merci bien, Michel. Michel, qui est également notre productrice cette semaine. Amadou, une chute des cours du pétrole qui risque de bousculer beaucoup de choses en Afrique, va-t-elle affecter la fameuse croissance africaine? Bon, je crois que, déjà, si on regarde les projections de la Banque mondiale qui sont sorties récemment, on parle de 4,5% de croissance du PIB cette année, 4,6% l'année prochaine et plus de 5% en 2017. Mais comme nous venons de l'entendre, est-il temps pour les économies africaines de se diversifier davantage, de privilégier la consommation et l'émergence de la classe moyenne? On en a parlé il y a quelque temps. Alors quel rôle également pour les États-Unis dans ce nouveau modèle économique que l'Afrique est appelée à adopter? Bon, donc, juste pour revenir sur la question précédente, je pense qu'il y aura des perdants et il y aura des gagnants. Mais je crois qu'il faut séparer l'impact sur les recettes d'exportation et l'impact sur le budget et l'impact sur la croissance économique elle-même. Donc, je crois qu'il faudra séparer ça. Mais ceci dit, je crois que quand il s'agit d'un modèle de croissance en Afrique, moi je pense plutôt que la question se pose ainsi. On a vu que les pays asiatiques ont pu croître très fortement parce qu'elles avaient, ces pays, ces économies ont eu une croissance concentrée sur l'économie, sur l'industrie et sur les exportations. En Afrique, ce n'est pas le cas. En ce moment, on voit plutôt le secteur des services qui est en train de croître très très fort et le secteur industriel qui quelquefois même a décru. Donc la grande question c'est est-ce que l'Afrique peut continuer à croître d'une manière soutenable en se basant sur le secteur des services? Alors, et là, ce n'est pas très clair, hein, la réponse n'est pas très claire. Oui, alors j'ai été un peu hâtif dans les questions. Le rôle des États-Unis? Oui, alors le rôle des États-Unis, c'est que, alors en ce moment, disons que les économies africaines dans l'ensemble ont 4 moteurs. Hein. Un moteur, c'est le secteur agricole, l'autre moteur, c'est le secteur des services, et un autre, c'est le secteur industriel, et on a le secteur des ressources naturelles. Bon, alors il est important bien sûr de se diversifier, mais on voit qu'on a un moteur qui tourne beaucoup plus fort que les autres, c'est le secteur des services. Alors les États-Unis peuvent nous aider à travers, bien sûr, plus d'investissement et plus de commerce. Je pense que là, c'est une relation qui peut bénéficier aux deux en créant des emplois ici aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Voilà. Donc je pense qu'il faut plutôt voir comment rebalancer ces 4 moteurs pour avoir une croissance soutenable en Afrique. Eh bien, voilà ce que nous pouvions dire sur le discours sur l'état de l'Union de Barack Obama et les questions ayant trait à l'Afrique. Merci à Amadou Sy de la Brookings Institution. Amadou, dites-moi, vous suivez la CAN en ce moment? Je viens du Sénégal et j'ai admiré vraiment la performance de l'équipe sénégalaise qui, menée par une équipe telle que le Ghana, est parvenue à gagner ce match. Eh bien, alors, si vous voulez rester avec nous, après une pause, tout sur le début de la CAN 2015. Bienvenidos a la cantina, venida en bolo. Ole, 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 Jacques Aristide de nouveau avec vous. Chose promise, chose due, le coup de projecteur maintenant sur la CAN 2015, la grande fête du ballon rond qui a lieu chaque 2 ans en Afrique. Une 30e édition qui se tient en Guinée équatoriale après la volte-face du Maroc qui a invoqué l'Ebola. Le tournoi a démarré samedi et va durer jusqu'au 8 février. Manque d'infrastructures et crainte autour de la fragilité des nouvelles installations. Rarement un rendez-vous du plus prestigieux championnat continental n'avait eu lieu dans un tel contexte dramatique, avec la tenue des phases finales 2015 relancée 2 mois après une requête du Maroc, je vous le disais, de reporter le tournoi en raison de la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Jean-Roger Billon.
Le désistement marocain a provoqué une crise qui a laissé le tournoi sans pays hôte quelques semaines seulement avant son coup d'envoi. Et pour l'heure, tout se passe bien selon le ministre équato-guinéen des Sports et président du comité d'organisation, Francisco Pascal Obama Assou. En tant que président de la fédération, je suis très fier de tout ce que nous avons accompli dans le cadre des préparatifs de cette CAN. Nous disons que 4 ans, ce ne sont pas 50 jours. Donc nous demandons que vous soyez indulgents pour tous les petits problèmes que les personnes rencontrent dans le cadre de notre accueil. Mais nous pouvons voir que la compétition se déroule bien. Les premiers matchs ont débuté et sans aucun problème. Les matchs du groupe C se dérouleront ici à Mongomo sans aucun problème dans les prochains jours et ici au stade pour m'assurer que tout se déroule comme il faut. Avant le coup d'envoi, le manque de chambres d'hôtel, certains sites d'hébergement ne remplissaient pas les conditions, l'insuffisance d'infrastructures d'entraînement et la mauvaise sono à l'Estadio de Bata ont poussé plusieurs entraîneurs à critiquer l'organisation. En réaction, le ministre Assou a déclaré que même lors de la Coupe du Monde au Brésil, les Brésiliens n'ont eu de cesse de manifester et de se plaindre de leur pays. Mais en Guinée équatoriale, a-t-il fait remarquer, le peuple était très calme. Quant au tournoi lui-même, qui se joue sur 4 sites, il ne montre cette fois-ci aucun favori clair. Pratiquement toutes les équipes croient en leur chance de tenir le trophée de champion à la fin de cette grand-messe du football africain. Voilà le ministre qui parle de situation calme. Merci bien Jean-Roger, mais il y a eu quand même des incidents. J'accueille maintenant 2 collègues qui font partie de l'équipe de la VOA suivant cette belle compétition africaine. En direct de la Guinée équatoriale, Abdou Chakour Aboud, l'envoyé spécial de la VOA. Et avec moi sur ce plateau, Bagassi Koura de la VOA. Bienvenue. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Alors, Chakour, je le disais, le ministre a voulu rassurer, mais quand même, il y a eu des incidents, à Bata notamment. Oui, merci Jacques. Il y a eu pas mal d'incidents, comme on le sait. Par exemple, nous sommes ici à Ebeni. L'équipe tunisienne, au début, ils ont eu 3 jours à l'hôtel sans l'eau, et ça jouait en quelque sorte aujourd'hui. Tout à l'heure, le coach a dit que ça jouait mentalement à son équipe. Ils n'arrivent pas à commencer bien les matchs. Alors, il y a des incidents d'Internet qui n'est pas bien et il y a pas mal de choses, les communications surtout. Et comme tu avais dit, que les stades ne sont pas bien préparés dans les 2 villes, mais à Malabo et Bata, le stade est bien. Alors, oui, des incidents, on ne va pas être totalement négatif quand même, Bagassi. Faut-il faire l'éloge de la Guinée équatoriale parce que ce pays a été appelé à organiser cette compétition au pied levé, il faut le dire. Carrément, et il faut les saluer parce que malgré ces incidents, la fête du football africain bat son plein avec toutes ces équipes qui sont présentes. Et d'après ces premières rencontres qu'on a pu suivre, on remarque que c'est une compétition assez ouverte parce qu'il n'y a pas clairement une équipe qui se dégage du lot. Et aussi quand on regarde au niveau des joueurs, il n'y a pas ces grandes stars qui se détachaient comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Et donc, on pense que chacun peut prétendre à remporter cette coupe cette année-là. On va revenir dans un instant. Chakour, pour peut-être de nouveau parler de cette épidémie d'Ebola, parle-t-on encore de cela sur place ? Pardon, je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Il y a des bruits à côté. Qu'en est-il des risques liés à l'épidémie d'Ebola ? Non, il n'y a pas de risque pour l'Ebola. Ce que je veux dire, qu'il faut saluer le gouvernement de Guinée équatoriale parce que, en gros, ils ont bien ménagé, ils ont bien organisé. Pour l'Ebola, il y a les médecins cubains et les médecins égyptiens avec l'aide de l'OMS et les Français. Et ils vérifient que chaque personne qui arrive dans le territoire, à l'aéroport, à la porte d'avion, on mesure les températures et on donne les sanitizers. Et avant ça, on ne peut pas entrer dans le pays. Absolument. Voilà les mesures qui ont été mises en place. Chakour, on va essayer de faire vite parce que le temps est très limité. Alors, une tonne de commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, bien évidemment. Jean Owanga, Yannick Bolazier est toujours en forme. Il est l'avenir de la RDC. Évidemment, on connaît ce joueur. Ensuite, on a le commentaire de Dembélé
et Rosseniera Caleb qui nous dit bravo à tous les pays participants, sans oublier le pays organisateur. Toutes les équipes sont bien engagées dans la compétition. Je suis derrière ma patrie qui est le Mali. Mais en parlant en fait du joueur, ce joueur congolais Yannick Bolassier, il faut dire qu'il y a une réaction sur la page Facebook de José Kamangou qui dit qu'il est mort de rire. Évidemment, ça déchaîne pas mal de passion. Brillant Kouadjo, lui, après le premier passage des différents groupes, force est de constater que ceux qu'on appelait groupes de la mort ou favoris n'ont jusque-là pas vraiment brillé, comme quoi le football nous réserve toujours assez de surprises. Bagassi, vous le disiez justement, ces équipes tentent de décrocher le trophée. Une semaine après le début du tournoi, il y a donc des surprises. Oui, il y a quand même des surprises, mais il faut dire de façon générale, les équipes se valent parce qu'il y a eu quand même plusieurs matchs nuls, que ce soit des 0-0 ou un but partout. Il n'y a que l'Algérie qui est venue en tant qu'équipe favorite, qui a pu avoir le plus large score jusqu'à présent, 3-1. L'Algérie qui est dans ce groupe difficile avec, je crois, le Ghana et le Sénégal. Le Sénégal aussi qui a fait forte impression justement, toujours dans ce groupe C, le groupe de la mort. Le Sénégal qui est revenu, comme le disait Amadou tout à l'heure, dans les arrêts de jeu pour battre le Ghana 2-1. Pour l'instant, ce sont ces deux équipes qui se mettent au-dessus du lot. Mais une équipe qui est quand même, qui doit encore rassurer les gens, c'est la Côte d'Ivoire qui est encore dessus, avec ce match nul lors de sa dernière sortie contre la Guinée. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, qu'il faut le rappeler, est privée de son... de sa star, Didier Drogba. Voilà. Chakour, peut-être un commentaire rapide sur les 4 groupes. Oui, le 4 groupes, comme on a dit, le groupe C qui est groupe de choc, on voit comme on a dit que les matchs, c'est pratiquement joué nul à nul, mais Algérie qui mène le groupe. Mais en réalité, tous les 4 groupes, il n'y a pas une équipe qui est sortie vraiment le plus fort. Maintenant, tout le monde attend le dernier match pour savoir qui va passer pour le quart de finale. Alors, Bagassi, comment peut-on suivre la Coupe d'Afrique des Nations sur la VOA? Nous avons un site web qui est assez mis à jour assez rapidement au fur et à mesure qu'il y a des scores, qu'il y a l'évolution dans les matchs. Et aussi sur la VOA même, à la radio, on peut suivre à chaque édition du journal une édition spéciale Cannes de 5 minutes animée par Nicolas Pinault et moi-même. Voilà, il nous reste une petite minute. Bon, on ne parle pas de politique, on parle de football. Chakour, vos pronostics? Bon, c'est vraiment difficile pour le moment pour savoir qui va gagner parce que on sait que l'Algérie qui est l'équipe favorite, mais il faut voir l'équipe de Cap-Vert. Tout le monde parle de ça. Alors là, on attend voir. D'accord, Bagassi? Moi, mon équipe, le Burkina Faso, ne décolle pas. Donc, je pense, comme Amadou, que le Sénégal pourrait remporter la CAN cette année. C'est pourquoi vous étiez en congé hier, mercredi. Voilà, pour bien supporter, ça n'a pas marché. Et Chakour, qu'est-ce que vous allez nous proposer depuis la Guinée équatoriale? Bon, pour aujourd'hui, Guinée équatoriale, on peut parler beaucoup de choses sur la vie ici. La vie, c'est totalement différent de ce qu'on voit dans les autres pays. Ça, je pense, c'est très intéressant à parler. Voilà, merci bien Chakour, merci bien à Bagassi. Petit clin d'œil à nos amis et confrères de la RTN TV, notre télépartenaire au Cameroun. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, partout où vous êtes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.